Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, le décryptage de la relance du dialogue politique initié par le gouvernement ivoirien, dialogue qui enregistre la participation de tous les partis politiques significatifs de Côte d'Ivoire et les organisations de la société civile. Alors, on évoquera aussi cette autre actualité qui n'honore pas du tout la jeunesse ivoirienne et le système éducatif ivoirien, le phénomène des congés anticipés. Malgré l'indignation générale et les sanctions brandies par le gouvernement, certains élèves s'y sont adonnés à cœur joie encore cette semaine. On en parle ce soir avec justement des leaders de jeunesse des partis politiques. À commencer par Zagol Alain Durand, il est le porte-parole de la jeunesse du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Lia Ferdinand, il est le président de la jeunesse du FPI. Touré Soleiman, il est conseiller au cabinet du Premier ministre en charge des questions politiques, de la jeunesse et du service civique. Adiko Franck, il est le président de la jeunesse de l'UDPCI. Baudouin Yapo, député suppléant du RHDP. Et enfin, Kwasi Valentin, il est le président de la jeunesse du PDCI RDA. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Alors, comme je vous l'annonçais, Patrick Achi a rencontré les principaux acteurs politiques pour relancer le dialogue à l'arrêt depuis quelques mois. Ce dialogue qui entre dans sa 5e phase a pour objectif de mettre sur la table tous les désaccords afin de trouver des solutions pour un climat sociopolitique avant les prochaines échéances électorales. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Aruna Zeba et on ouvre le débat. Reprise du dialogue politique avec les acteurs du pouvoir et de l'opposition, ainsi que ceux de la société civile. Cette 5e phase des discussions est conduite par le Premier ministre Patrick Achi. Cette première journée a consisté à une prise de contact avec toutes les parties prenantes. Face aux politiques et acteurs de la société civile, le chef du gouvernement avait un seul message, un appel au maintien du climat social apaisé qui prévaut dans le pays. Le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés. Les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Le dialogue politique qui s'ouvre ce jour et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. Hommes politiques et acteurs de la société civile se sont tous réjouis de la reprise des discussions. Nous sommes là et ce que nous avons demandé, c'est que les sujets qui seront abordés soient dans le même esprit, que nous abordons toutes les questions sensibles qui peuvent apporter la paix à la Côte d'Ivoire, qui peuvent garantir le processus de démocratie et qui feront en sorte que la confiance soit retrouvée dans les institutions et entre les acteurs politiques. On a traversé pas mal de crises et puis récemment, beaucoup d'actes ont été posés qui vont dans le sens vraiment de la réconciliation et dont nous voudrions pouvoir participer à ces assises-là afin que ce dernier forum soit l'occasion ultime pour sauver notre pays. L'espoir que nous formons, c'est que ce dialogue-là permette à cette classe politique-là de s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Après le discours du Premier ministre, qui est un discours d'orientation, discours d'apaisement, discours qui traduit la vision du président Alassane Ouattara. Et à partir de son discours, nous avons noté que mardi, nous devons nous retrouver pour un cadrage, lequel cadrage devra prendre donc en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. La société civile a sa place dans le développement du pays. Donc nous sommes très contents. On a été appelés aujourd'hui. Donc nous allons travailler avec le ministre de l'Intérieur pour produire des documents, en tout cas pour l'avancée de la Côte d'Ivoire. Initié par Amadou Gon Coulibaly début 2019, le dialogue politique avait duré 6 mois, dans un contexte de vive tension, du fait des élections présidentielles qui pointaient à l'horizon. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a ensuite pris la main. Les échanges ont permis d'apaiser les tensions. À l'approche des élections municipales de 2023, c'est le Premier ministre Patrick Achi qui est à la barre. Alors, messieurs, cette année 2021 a été une année politiquement chargée, mais politiquement apaisée. C'est une année au cours de laquelle il y a eu beaucoup de retours d'exilés, le retour et la libération de beaucoup de leaders politiques. Et cette année va se terminer par l'ouverture d'une 5e phase d'un dialogue politique. Impression déjà, Zagol? Oui, la reprise du dialogue politique est une bonne chose en soi.
parce que la situation sociopolitique en 2021 a été vraiment chargée, comme vous le dites. Effectivement, beaucoup a été fait, et ça, il faut le saluer. C'est ça aussi l'honnêteté politique, de reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques qui ont été libérés, il y a des exilés notamment qui sont rentrés au pays, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo lui-même. Et donc, c'est des avancées qu'il faut saluer. Cependant, beaucoup reste à faire. Vous savez très bien que c'est vrai qu'on nous dénie le fait qu'il y ait encore des prisonniers politiques, mais nous pensons que la reprise du dialogue politique va permettre de libérer tous les prisonniers de la crise post-électorale de 2021. Alors, du côté du RHDP, on estime qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, il y a des prisonniers de droit commun, n'est-ce pas, Baudouin et Apo? Oui, bien entendu, il y a des prisonniers de droit commun qui ont commis des infractions et qui sont face à la justice. Personnellement, je salue cette initiative de dialogue politique qui est une œuvre en permanence, si chère au président Alassane Ouattara. Sur les images, nous avons constaté que de tous les pays ministres qui se sont succédés, le dialogue politique est resté en permanence. Donc il faut saluer cela. C'est vrai que nous sommes sortis d'une situation assez difficile en 2010, et avec les emprisonnements, avec l'exil, avec le gel des avoirs, ça ne pouvait en être autrement. Si c'était le RHDP qui venait donc à perdre la guerre, on ne sait pas le sort qui lui a été réservé. Donc pour nous, aujourd'hui, parce que le président Alassane Ouattara est perméable à la notion de paix et de réconciliation, il appelle donc les acteurs politiques à être sur la table de discussion. En tant que jeune, je salue cela. Je suis né en 1995, j'ai grandi dans une atmosphère de belligérance, de haine politique, et aujourd'hui, je m'invite, en tant que jeune, à faire la paix de mon temps. Donc, voilà qu'il y a donc à saluer cette initiative, et j'invite également tous ces jeunes leaders, tous ces jeunes frères ici sur ce plateau à saisir donc le message qui passe à travers ce dialogue politique. Merci. Alors essentiellement, les sujets qui divisent concernent la justice d'un côté et de l'autre côté les futures échéances électorales. C'est cet avis que vous partagez, M. Lia Ferdinand? Oui, c'est cet avis que nous partageons. Ce que je voudrais dire, et pour aller plus vite et mieux, c'est qu'il y a encore des prisonniers politiques, je le signale, parce que ce sont ces questions qui nous amènent toujours à la table de discussion. Aujourd'hui, Dieu merci, nous rentrons dans un dialogue politique où on ne parle pas, dans une année où on ne parle pas d'élection. On nous dit, pour ma part, je pense que c'est bien. C'est déjà bon, mais je voudrais bien rassurer mon frère Baudouin qu'il y a encore des prisonniers politiques. Si à côté il y a des prisonniers de droit commun, mais il y a encore des prisonniers politiques, et je crois que pour nous il en reste 11 dans notre camp. Et pour que nos camarades du RHDP soient plus à l'aise, il faut qu'on aille vérifier. Quand on vérifie ensemble, c'est encore mieux que de s'asseoir et dire aux Ivoiriens qu'il y a des prisonniers de droit politique. Je crois que je me rappelle, une fois, le Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, ils avaient dénié à l'opposition tous les propos des prisonniers politiques. Après, ils sont venus dire que oui, il peut y avoir des prisonniers politiques, mais alors, nous sommes à l'entame d'un dialogue politique. Et il est mieux de mettre toutes les questions qui fâchent sur la table et qu'on arrive à leur trouver des solutions pour que demain soit mieux pour chacun de nous. Pour les questions électorales, bien entendu, elles seront mises sur la table. Le Premier ministre a demandé à chaque parti politique de venir, à partir du mardi, déjà faire des propositions. Et nous espérons que toutes ces propositions soient retenues, qu'elles soient retenues afin que le dialogue soit véritablement inclusif et qu'il ait des résultats probants pour la population. Valentin? Bien, merci. Le dialogue politique, le dialogue national a été souhaité par tous. Et aujourd'hui, par la force des choses, le dialogue reprend. Nous saluons cela à sa juste valeur. Et tout ce que nous avons eu à vivre dans le passé, comme nous l'avons dit la dernière fois, il faut que ces choses restent dans le passé. Les jeux de mots, tout ce qui se passe, c'est une question de terminologie. Et ces jeux de mots-là n'ont plus leur raison d'être. Parce que quand on a écouté le discours d'ouverture du Premier ministre, tout ce qu'on a dénié, parfois, très souvent, même sur ce plateau, ces mots-là ont été introduits dans le discours du Premier ministre. Quand on dit sur ce plateau, oui, parce que... vous laissez entendre des choses. Merci. Expliquez-vous oui, d'accord, au bout de votre raisonnement. Merci.
lors des débats, ces mots que nous avons entendus, pourquoi il faut parler de dialogue national, pourquoi il faut parler de dialogue inclusif. Si vous reprenez le discours du Premier ministre, tous ces mots-là sont bel et bien dans un discours. Mais pourquoi revenir encore sur cette... Il y a bel et bien, comme a été dit, des prisonniers politiques. Nous avons eu, à l'occasion des journées, du journée africaine de la jeunesse, nous avons eu une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'occasion, nous avons porté la voix pour demander que nos amis qui sont encore derrière les barreaux sortent, ces prisonniers politiques. Le Premier ministre nous a rassuré que quelque chose sera fait pendant ce dialogue. Nous sommes donc heureux que le dialogue reprend et que rapidement ces prisonniers politiques-là sortent. Le plus rapidement que possible. Voilà. Bien, je voudrais à mon tour me réjouir du fait que le dialogue puisse enfin reprendre. Vous avez souvenance lors de nos cérémonies de festivités des 20 ans de l'UDPCI, le président Mabouy, dans son discours, a insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif qui mettra sur la table toutes les questions essentielles de la composition de la CEI, des questions relatives au retour des îles de l'ensemble des fils et filles de la Côte d'Ivoire, parce que jusque-là, nous sommes d'accord que tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire ne sont pas encore entrés. On parle du cas de Blé Goudé, mais il y a le cas de Soro Guillaume et plein d'autres fils qui ne doivent pas rester en marge de la réconciliation nationale qui a été amorcée. Donc ce dialogue-là, pour moi, il est le bienvenu, mais qu'il soit véritablement inclusif et que tous les points essentiels qui fâchent soient mis sur la table et que les fils et filles de la Côte d'Ivoire puissent entendre ce qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de consolider véritablement la paix et la cohésion nationale. Souleymane Touré, c'est aussi votre avis? Oui, je dirais que le génie de la démocratie, c'est de reconnaître la perfectibilité. C'est de reconnaître qu'à un moment, on peut avoir commis des fautes et puis d'opérer une réelle autocritique. Aucune nation qui donc se voudra prospère ou émergente ne peut faire son parcours sans ouverture, sans dialogue, sans échange. Et je voudrais dire que donc il faut féliciter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui marque à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce que chaque jour, il essaie de mettre en évidence ses valeurs, telles qu'inculquées de la politique de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur, qui a mis au cœur de son action politique le dialogue, la discussion permanente. Et le président Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, à reprendre le dialogue. Et le dialogue, d'ailleurs, qui avait été donc initié au temps du Premier ministre Amadou Gon, qui a eu plusieurs rencontres avec les différentes entités importantes de la vie politique de Côte d'Ivoire, poursuivi par le Premier ministre feu son Excellence Ahmed Bakayoko, à qui aussi je voudrais rendre un hommage, mais qui aujourd'hui a repris sous les auspices du Premier ministre Patrick Achi. Nous pensons que ça, c'est la Côte d'Ivoire civilisée, la Côte d'Ivoire moderne, la Côte d'Ivoire qui aspire à être véritablement la locomotive. Et je pense que, comme le dit les uns et les autres, tout le monde reconnaît que c'est une bonne chose d'aller vers ce dialogue. Les questions de prisonniers, comme Valentin l'a dit, ce ne sont que des jeux de mots. Quand le grand FPI dit qu'ils n'ont que 11 prisonniers, mais ça veut dire qu'il y a un véritable travail qui a été fait et que le président a la main tendue. S'il y a 11 sur 500 ou 1000 au départ, mais ça veut dire qu'avant la fin de l'année, peut-être qu'il n'y en aura même plus. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on s'attarde sur l'existence ou non. Sur la terminologie. Sur la terminologie. Le plus important, c'est l'esprit qui prévaut. C'est l'esprit qui se dégage autour de ce dialogue politique. Et nous estimons qu'aujourd'hui, c'est à l'actif du président, mais c'est à l'actif aussi de toutes les composantes, parce que le dialogue ne se fait pas seul. Félicitations, et nous pensons qu'il faut, nous les jeunes, mener des actions pour encourager ce dialogue tel qu'entamé par nos aînés. D'accord, je vous prends au mot. Vous, les jeunes, menez des actions pour promouvoir ce dialogue, pour promouvoir la paix sociale. Est-ce que vous reconnaissez qu'en Côte d'Ivoire, durant toutes les crises qui se sont produites, la jeunesse a été, j'ai envie de dire, utilisée pour agiter justement les vieux démons qui ont divisé les Ivoiriens. Aujourd'hui, est-ce que vous-même, avec introspection, vous remettez en cause et vous vous dites qu'il y a des lignes rouges qu'on ne doit plus franchir? Oui, Valentin? Je vais dire que le thème est péjoratif.
dit que la jeunesse a été utilisée. C'est un point de vue, c'est le point de vue de beaucoup d'observateurs. Dieu merci que c'est un point de vue. Sinon, la jeunesse est partie prenante de la société et tout ce qui touche à la société touche à la jeunesse. On est bien la jeunesse est majeure, la jeunesse agit en toute connaissance de ses actes et donc nous agissons, ce n'est pas sous une manipulation de qui que ce soit. Alors si on vous demandait donc d'identifier et de dresser, j'ai envie de dire, le portrait la responsabilité de la jeunesse dans ces crises, ce serait lequel? La jeunesse est autant responsable que tous les acteurs de la société ivoirienne. Pas de manipulation, dites-vous. D'autres avis? Oui, mais pour notre part, la jeunesse, elle est militante. La jeunesse vit dans la société et la jeunesse sans la société. La jeunesse se comporte avec les travers et avec les envers de la société. Donc, dire que la jeunesse a été manipulée, c'est vrai, le terme n'est pas juste. Parce que la jeunesse réagit en fonction de ce qu'elle reçoit, comme éducation, comme formation, comme information. Et donc, c'est en toute conscience que la jeunesse pose ses pas. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à... Oui, moi, je veux dire que Valentin l'a dit tout à l'heure, a raison d'ailleurs. Vous ne partagez pas l'avis selon lequel des jeunesses ou la jeunesse de façon générale, au niveau surtout des partis politiques, a été instrumentalisée par moments. Je le dis, ça peut vous choquer peut-être, mais c'est le point de vue de beaucoup d'observateurs. Qui instrumentalise la jeunesse? Alors, je ne saurais vous le dire, vous avez votre point de vue, on va laisser Adiko donner le sien. Allez-y. Bien sûr, si vous travaillez pour des partis politiques, c'est peut-être les partis qui vous instrumentalisent. Nous sommes des militants des partis politiques. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Nous sommes des militants des partis politiques. On est bien d'accord. Et le militantisme, ça se fait de façon libre. D'accord, très bien. Adiko, vous avez la parole. Oui, bien, je voudrais noter que les jeunesses des organisations politiques sont partie prenante des décisions qui sont prises dans ces organisations. Et naturellement, ces jeunesses-là respectent la ligne éditée par leur parti. Donc, même quand cette ligne peut porter atteinte à l'intégrité, à la cohésion sociale, par exemple? Mais non, je crois qu'un parti sérieux ne peut pas s'engager dans tout ce qui pourrait porter atteinte à l'intégrité sociale. Bien entendu, tout parti se bat pour la conquête du pouvoir et le diriger. Et quand on veut diriger, en fait, on dirige pour le peuple. Et donc, toutes nos actions et tous nos plans d'action en tant que parti politique intègrent toute cette dynamique de faire en sorte que nous, en tant que parti, toute notre action puisse aider à la consolidation de la paix et au développement du pays. Je ne crois pas qu'un parti sérieux pourrait avoir pour plan d'action que la déstabilisation du pays et donc pourrait engager sa jeunesse dans cette voie. Non. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, IDPC, toutes les décisions qui sont prises, nous sommes partie prenante dans toutes les décisions qui sont prises. Nous ne sommes pas en marge, nous ne sommes pas enfermés dans un carcan et on vient nous dire voilà la décision, allez exécuter. Non. Nous sommes membres de la direction, nous participons dans la prise de décision à toutes les instances de l'IDPC. Très bien. Moi, je voulais, Ferdinand? Oui, mais je voulais demander c'est quelle jeunesse de parti politique qui délibérément est allée détruire des édifices tant qu'il n'y a pas eu une force d'oppression en face d'elle. Nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a eu plusieurs années où des marches ont été interdites en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas porter d'accusation ce soir sur ce plateau, mais quand une jeunesse de parti politique demande à faire ne serait-ce qu'une marche parce qu'elle est mécontente et qu'en face d'elle, en face d'une marche pacifique, il se trouve une force d'oppression, mais elle réagit en fonction de ce qu'elle reçoit. Et c'est cette réaction que très souvent, on a appelé de la manipulation. Mais quand nous sommes dans des partis politiques où nos présidents ne nous disent pas « allez-y détruire les biens de l'État, allez-y détruire, allez porter atteinte à l'intégrité de l'État ». Nous sommes dans des partis politiques et nous, en tant que jeunes, nous nous projetons dans le futur. Mais ce futur-là, c'est pour notre bien que nous projetons à l'intérieur. Et nous n'allons pas accepter qu'il y ait des circonstances qui elles-mêmes circonscrivent notre futur et ce bien que nous projetons pour nous. Tant qu'il y aura donc en face des actions qui sont des actions d'oppression, forcément il y aura une réaction. Et l'œil extérieur à la politique dit ils sont manipulés. Non, nous ne sommes pas manipulés parce que pour être dans les jeunesses de partis politiques, il faut d'abord être majeur. C'est à partir de 18 ans qu'on a des responsabilités. On peut être militant de base à un certain niveau, mais pour avoir des responsabilités acquises, il faut être majeur. On ne manipule pas forcément un majeur.
Très bien. Baudouin? Non, mais c'est vrai que la jeunesse assume sa position, assume ses convictions dans les partis politiques, mais il est regrettable de constater que, quelque part, la jeunesse suit les mots d'ordre des acteurs politiques, des acteurs politiques de premier rang. On a vu en 2020, on a vu la jeunesse de l'opposition sous donc, les ordres de leurs responsables politiques, qui a été sur le terrain pour tenter de brûler le pays. Vous savez, avec la désobéissance civile. Je vous donne la parole tout à l'heure. Non, monsieur Baudouin, mais c'est moi qui distribue la parole. Monsieur Baudouin, je vous arrête. Je veux préciser à monsieur Lia Ferdinand que je lui donne la parole dès qu'il finit. Okay. Vous le laissez terminer, vous aurez la parole ensuite. Allez-y, monsieur Baudouin. Je continue que la jeunesse en 2020, donc sous les ordres de leur mentor politique, a été sur le terrain pour tenter de brûler le pays. Il y a eu des actions subversives qui ont été portées par la jeunesse sur le terrain. Et voilà pourquoi on en revient. Je dis qu'il n'y a pas d'homme politique qui a eu une immunité parce qu'il est homme politique. Et il y a des acteurs qui ont été en prison parce qu'avec ces actions subversives, au bout de ces actions-là, la justice a été donc à même de les saisir. Mais il faut dire que ces jeunes sont quelque part manipulés et il faut appeler donc la jeunesse à ne pas se laisser donc conduire par les mauvais mots d'ordre. Il faut avoir un esprit donc de réconciliation, de paix, mais aussi cerner les contours d'un mot d'ordre avant de se déployer sur l'action. Donc c'est à cela que j'invite donc ces jeunes frères donc sur ce plateau télé qui ont été en 2020. C'est mal. Je regrette cela parce que en même temps j'étais dans l'action de réconciliation. Vous n'avez pas vu le RHDP, la RHDP sur le terrain contre qui que ce soit. Donc c'est regrettable. Effectivement, la jeunesse quelque part suit de mauvais mots d'ordre et c'est ce qui n'est pas acceptable. Merci. Bien, Ferdinand. Voilà, je voulais réagir tout à l'heure parce que je savais que le jeune frère allait chuter sur ce point malheureux de manipulation de jeunesse. Mais je suis peiné de constater qu'il soit au RHDP et qu'il reconnaisse que le RHDP manipule ces jeunes. Ça me désole. Alors, monsieur, le principe, il est connu. Vous ne pouvez pas parler ensemble. Quand l'un parle, c'est à vous de le prendre sur vous, après vous réagissez. Allez-y, il y a Ferdinand. Ça me désole. Ça me désole qu'on reconnaisse que le RHDP manipule ces jeunes. Sinon, comment est-ce qu'on pourra expliquer toutes les crises antérieures aux crises de 2020? Si donc on doit s'attarder sur ce qui s'est passé en 2020 avec la désobéissance civile, parce que notamment c'est de cela qu'on parlera, si on doit s'attarder sur ça, mais on va faire une rétrospection dans notre histoire. Et elle est encore trop récente pour... Je ne voudrais pas que sur ce plateau, qu'on jette un anathème sur la jeunesse de Côte d'Ivoire, quoi qu'elle soit. RHDP, FPI, PPACI ou IDPCI. De quelque obédience qu'elle soit. Nous sommes des jeunes matures, majeurs, qui savons parfois ce qu'on fait et qui réagissent en face de certaines oppressions. C'est en face de ces oppressions que nous réagissons et je ne crois pas. Très bien. Alors, il a intervenu, vous avez réagi, il veut réagir à présent, mais après, je veux signaler que ce ne sera pas un débat entre vous deux. Voilà. Vous devez rapidement, réaction rapide. C'est un regret que j'exprime. Je ne suis pas en train de répéter l'épisode 2020, mais c'est un regret que j'exprime pour dire que, quelque part, la manipulation existe chez certains jeunes politiques. C'est regrettable. Il faut changer la donne, il faut aller dans la droite ligne de l'esprit sain en politique. C'est à cela que j'appelle donc les jeunes. D'accord. Alors, vous disiez quelque chose tout à l'heure, vous dites des mauvais mots d'ordre. Est-ce qu'en politique, vous qui êtes des jeunes, qui êtes la force vive des partis politiques, est-ce que vous considérez certains mots d'ordre comme mauvais et comment vous vous comportez face à ces, entre guillemets, mauvais mots d'ordre? Je reviendrai à vous, Souleymane Touré. Merci. Je voudrais donc dire que quand on marche avec des œufs, on évite de lancer des cailloux en même temps, au risque de les casser. Nous sommes dans une posture qui est dans la ligne du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui veut que nous allions donc à davantage de paix, davantage de cohésion sociale. Je voudrais déjà inviter mes deux jeunes frères à faire abstraction de l'énumération systématique ou tout azimut de certains événements
pas très loin. Qui se sont produits. Voilà, parce que tout simplement... J'ai en même temps une question, hein, quand on fait un développement comme le vôtre, j'ai en même temps une question, je me dis, est-ce que si on ne vide pas le contentieux. la mémoire collective, le contentieux, est-ce qu'on va finir par reconnaître mais c'est évident. Les raisons et les causes des crises qui se sont succédées dans notre pays? Oui, j'en viens. Tout à l'heure... J'ai l'impression souvent qu'on fuit certaines questions, certains sujets. Oui, mais tout à l'heure, Valentin, avant même que le jeune frère intervienne, a parlé de réaction. Il est revenu souvent sur le fait que les comportements donc, désobligeants de certains jeunes se justifient par le fait qu'ils sont donc ils sont dans une réaction. Mais comme on sait que la réaction, elle est ombrageuse, hein, la réaction n'aime pas les droites lignes, la réaction aime les intrigues. Et pour moi, il faut que la jeunesse prenne toute sa place dans l'émulation de cette Côte d'Ivoire nouvelle. Nous pouvons accepter que des jeunes portent des aspirations des partis politiques. Mais à la fin, malheureusement, quand on parle des prisonniers, la grande majorité des prisonniers sont des jeunes, qui sont souvent abandonnés dans les prisons par les partis politiques. Ce n'est pas tous les partis politiques qui ont une relation constante avec des prisonniers. On voit plein de parents aujourd'hui qui viennent directement se plaindre et de dire « mon fils est allé manifester, malheureusement, il est en prison et le parti politique même ne le voit plus ». Mais nous, jeunes, qu'est-ce que nous faisons? Et nous disons qu'à un certain moment, il faut véritablement que nous allions à une table de discussion entre nous jeunes. Que l'homme politique qui a eu son parcours de jeunesse, mais qui aujourd'hui porte un parti politique, va beau lancer des mots d'ordre. Mais quand on va exécuter, c'est le président Gbagbo qui nous l'a enseigné. Et mon jeune frère Zagor est là. Depuis que le président Gbagbo l'a dit sur un plateau de télé, ça revient dans les propos. Il a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça nous enseigne tous. Ça veut dire quoi? Que dans une mission, quelle que soit la portée de la mission, vous avez votre responsabilité qui sera peut-être pénale, à la limite, mais qu'il faudra comprendre que porter le message d'un aîné ne vous autorise pas à faire n'importe quoi. Et nous disons que nous devons aller à la discussion au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos obédiences. D'où l'entame depuis quelque temps des différentes rencontres que nous faisons pour que nous nous parlions régulièrement et que nous puissions nous imprégner des aspirations des uns et des autres pour une Côte d'Ivoire plus forte. Vous nous direz si ces rencontres, si cette plateforme que vous êtes en train de créer n'est pas créée sur fond d'hypocrisie aussi. Mais non, on a vu des alliances de toutes sortes et de tout ordre dans ce pays. Oui, bien sûr, on en parle de fond en comble tout à l'heure. Valentin Kwasi, réaction. Bien, merci Ali. Je voudrais dire que, comme on le dit, il faut arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Votre posture, il faut passer sur tout ce qui a divisé la Côte d'Ivoire, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Justement, il faut aller de l'avant parce que certains mots sont plus que des canons. C'est vrai. Certains mots sont plus que du feu qui décime. Il faut aller de l'avant. Nous avons dit que les jeunes agissent en toute connaissance de cause. Malheureusement, celui qui aujourd'hui remis le couteau dans la plaie, encore ici, c'est quelqu'un qui dit que nous sommes ses jeunes frères, mais qui est né en 1995. Encore, il a du chemin à faire. Quand bien même nous sommes encore des jeunes gens, il a du chemin à faire. Il faut savoir utiliser les mots. Il faut qu'on aille de l'avant. Sinon, là où nous sommes, il y a eu des gens qui ont été décapités parce qu'ils ont voulu employer une voie qui est autorisée par les lois de la République. Manifester lorsqu'on est mécontent, c'est reconnu par la Constitution. Mais ils sont là et des gens sont venus d'ailleurs pour venir trancher leur tête. Mais celui qui parle ici, est-ce qu'il peut nous dire où un leader politique a donné un mot d'ordre pour demander à un jeune d'aller détruire un édifice public ou alors d'aller incendier un édifice public et que cela a été fait? Est-ce qu'il est capable de nous citer cela ici? Je ne pense pas qu'il en trouvera. Et d'ailleurs, rien n'a été fait dans ce sens. Rien n'a été fait dans ce sens. Il faut faire attention. Très bien. Il faut faire attention. Je continue. Oui, bien sûr, il faut faire attention parce que c'est encore trop frais. Nous avons décidé en toute responsabilité, avec le conseiller Touré,
qui nous a appelés en saisissant nos directions, qui avait déjà entamé cette démarche de dialogue, à commencer par le président Henri Konan Bédié, qui depuis novembre 2020 a appelé au dialogue national, au dialogue inclusif et tout ça. Nous sommes donc embarqués sur cette voie de dialogue, cette voie de cohésion, cette voie de paix. Très bien. Nos temps doivent être mesurés pour que nous ne puissions pas dire des choses qui vont encore faire du mal à la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous a bien compris. Alors, dans cette émission, le téléphone est ouvert. Il y a quelqu'un qui nous appelle de San Pedro. Monsieur Abdoulaye Koné, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Jean. Quel est votre point de vue? Allez-y rapidement, s'il vous plaît. D'accord, merci. Mon point de vue, c'est d'abord juste dire mes encouragements au conseiller du Premier ministre. Oui. Vraiment, il est très sage. Il est très sage dans son développement. Et qu'il essaie de regarder aussi son jeune frère du RADP. Il est un peu trop excité. Maintenant, concernant la manipulation des jeunes, moi je le dis pour être honnête, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Les jeunes ont toujours été manipulés, pas seulement que les jeunes, mais le citoyen même, ivoirien a toujours été manipulé, parce que nous tous nous aspirons à des partis politiques. Et quand on a des mauvais dirigeants, c'est eux qui nous envoient, c'est eux qui manipulent, c'est eux qui, avec leurs attitudes. Je ne veux pas retourner dans du passé, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis le temps des années 90, la Messi avec la Fessi, c'est ces mêmes jeunes-là qu'on retrouve aujourd'hui. Des jeunes qui ont été manipulés de partout. Donc là-dessus, moi, je veux vraiment vous dire, si cette manipulation-là, ça ne dépendra pas des jeunes, mais ça dépendra toujours de nos dirigeants, nos leaders. De nos leaders, de certains mauvais leaders, si vous me le permettez de m'exprimer ainsi. Et encore dire merci au conseil du Premier ministre. Vraiment, il est venu pour une tâche noble et qu'il essaie de regarder encore son jeune frère du RADP. D'accord, très bien. Très d'accord. Alors, on vous a bien compris, monsieur. Okay. Vous n'allez pas... Au revoir. Merci. C'est pas que vous n'allez pas donner l'impression aussi que vous appelez spécialement pour lancer des flèches à Baudouin Yapo. Baudouin, vous voulez réagir, allez-y. Je voudrais dire que je ne suis pas ici dans un esprit de va-t-en-guerre. Je disais tout à l'heure que j'aspire à la paix parce que je veux faire la paix de mon temps. Je ne veux pas que mon temps soit donc un temps de belligérance. Et pour ce faire, je m'inscris dans le dialogue politique, dans la paix. Mais j'ai exprimé un regret, je le répète. C'est un regret que j'ai exprimé quand on parlait donc, de l'implication des jeunes dans l'action politique. C'est un regret que j'ai exprimé. Et mon frère Valentin, il disait ne pas répéter donc, l'épisode 2020, mais il rappelle des actions qui ont été commises. Mais ces conflits intercommunautaires ont été entraînés par l'action politique de l'opposition. Parce que c'est vous qui avez appelé à l'action sur le terrain. Et c'est ces conflits-là qui ont été entraînés au bout donc, de cet appel à la violence. Mais on ne va pas donc s'appréhender sur cela. C'est un regret que j'exprime. J'appelle à redéfinir la vision d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse de paix, une jeunesse de cohésion. Donc, il faudrait que... Et tout à l'heure, j'ai dit jeunes frères parce que c'est des jeunes, ce sont des frères. Je vous respecte et je le dis honnêtement que c'est des aînés, je vous respecte. On a une idée un peu péjorative de jeunes frères en Côte d'Ivoire. Sinon, jeunes frères, ça n'a pas de connotation négative. Ils sont jeunes, ils sont des frères, je les respecte. Je m'inscris dans la paix. Comme eux, je les invite aussi à s'inscrire dans la paix. D'accord, très Merci. bien. Alors, messieurs, quelle a été la place des jeunes, de vous jeunes, des partis politiques dans ce dialogue politique? Zagol, pardon. Bon, déjà, je voulais revenir sur une petite parenthèse. Allez-y. Baudouin. Allez-y. Je voudrais interpeller le frère pour lui dire que il faut qu'on s'inscrit dans l'esprit de nos aînés. Vous voyez, la situation sociopolitique aujourd'hui cadre avec le dialogue politique. Et je pense que si nous sommes sur ce plateau, c'est justement pour accompagner les aînés dans leur volonté de faire la paix. Exactement. Donc quand on ressasse les erreurs du passé,
ça va envenimer la situation. Moi, j'ai écouté le ministre Mandou tout récemment au Parc des Sports, mais il a tiré à boulet rouge sur le secrétaire général du PPACI. J'estime que c'est contre-productif. Voilà, c'est contre-productif parce que le président Laurent Gbagbo, actuellement, il est dans des bonnes dispositions d'esprit et il demande à ce que la jeunesse et la direction du parti prennent partie prenante de tout ce qui est organisation. Et donc, il ne faut pas qu'on remue le couteau dans la plaie. Pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver. Parce qu'au demeurant, à qui profite la paix? C'est au gouvernant. C'est à M. Boudon que la paix profite. Si aujourd'hui, M. Alassane Ouattara peut se taguer. Laissez-le terminer. Si aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, le président de la République, peut se taguer d'avoir développé le pays, mais c'est parce que l'opposition lui a permis de le faire dans un climat de paix. Et donc, si le gouvernement aujourd'hui appelle à un dialogue politique et que l'opposition répond, mais c'est à l'avantage de M. Baudouin. Et il doit nous encourager à le faire. C'est pour ça que nous, sur ce plateau, nous sommes réunis parce que le conseiller du Premier ministre, Touré Souleymane, nous l'a demandé. Il a souhaité qu'on se mette autour de la Côte d'Ivoire malade et qu'on trouve des solutions en cette fin d'année et qu'il y ait la cohésion et qu'il y ait la paix. Voilà, donc c'est la précision que je voulais faire. D'accord, très bien. Adiko? Oui, je voudrais noter que vous avez posé la question relativement à la place de la jeunesse dans le dialogue politique. En tout cas, pour ce qui nous concerne, au niveau de l'UDPCI, nous sommes partie prenante de toutes les prises de décision. Non, naturellement. Vous y étiez, Adiko? Non, je n'y étais pas, mais bon, c'est une délégation de 3 personnes par parti qui avait été indiquée. Mais la proposition qui sera faite au nom de l'UDPCI, mais c'est la proposition que nous avons, à laquelle la jeunesse de l'UDPCI a pleinement participé. Donc, naturellement, c'est notre manière, c'est notre façon d'apporter notre contribution et ce que nous pensons aussi qui pourrait être pris en compte dans le cadre de ce dialogue politique. Voilà, mais je voudrais terminer pour revenir sur la question. Vous savez, la vie politique en Côte d'Ivoire ne commence pas en 2020. Les crises n'ont pas commencé en 2020. Les jeunesses qui étaient hier soit de l'opposition, qui sont aujourd'hui soit du pouvoir, qui jugent différemment les choses, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Je pense qu'il y a eu des situations qui ont poussé l'un ou l'autre à avoir des actes, je dirais, à durcir sa position, à raison. Parce que moi, quand mon président m'a dit que c'est en exil et que je n'arrive même pas à avoir de ses nouvelles, et qu'ils sont en Abidjan ici, nous sommes pratiquement traqués. Mais vous pensez qu'on va se lever, on va marcher, on va essayer de faire entendre nos voix. C'est clair. C'est pourquoi je dis que c'est le reflet de la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est le reflet des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Sinon, la situation est calme aujourd'hui. Vous ne verrez pas des jeunes en train de faire des marches. Vous ne verrez pas des jeunes en train de s'engager dans quoi que ce soit. Mais je pense que c'est le reflet aussi de la société. Et ça, les gouvernants en ont pour beaucoup. En sont pour beaucoup dans les actions des jeunes, au niveau des partis politiques, mais de façon générale. Lia? Oui, vous allez peut-être vous rappeler le 28 septembre dernier, pour comprendre la place de la jeunesse au sein du Front populaire ivoirien, avec l'audience accordée par le chef de l'État au président du Front populaire ivoirien. Et à cette audience, j'ai été membre de la délégation donc, qui a rencontré le président de la République, au palais de la République, pour vous dire que la jeunesse au Front populaire ivoirien est partie prenante, mais totalement prenante. Parce qu'il y a différentes instances qui discutent de la marche du parti, mais à côté, il y a des équipes techniques qui réfléchissent aux différentes thématiques. Et pour ce dialogue, nous avons été intégrés à cette équipe technique qui compte moins de 5 personnes, dont présidée par le président du parti, et qui réfléchit aux différentes questions qui seront déposées sur la table du gouvernement le mardi prochain. Pour vous dire que nous sommes en plein dans la mutation vers ce que le chef de l'État a appelé lui-même la nouvelle génération. Donc notre président de parti nous tire par le haut en préparant, bien entendu, sa succession. Très bien. Alors, monsieur Kondo Michel nous appelle de Paris. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kondo, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Quel est votre développement? Allez-y.
Très bien. Au fait, j'appelle pour justement concernant le dialogue politique. Oui. Moi, j'aimerais préciser ici que il faudrait que le dialogue politique ne soit pas, on va dire, folklore, ne soit pas simplement un slogan ou alors une mise en scène. Parce que lorsque j'entends un jeune leader politique tel que Touré Mamadou, qui se permet de ressasser le passé et qui se permet, on va dire, d'essayer d'enquiquiner le secrétaire général du PPAC, Damanan Picasse, en essayant de rappeler, on va dire, une époque triste, on va dire, de la Côte d'Ivoire qui s'est déroulée en 2010. Je tiens à dire que c'est pas quelque chose de productif, c'est pas quelque chose de constructif pour, on va dire, pour le dialogue politique. Lui qui occupe un poste dans le gouvernement et qui se permet, on va dire, de tenir ce genre de propos-là, moi je trouve que c'est malsain. Mais je tiens à préciser ici que le gouvernement ivoirien doit vraiment être sincère dans sa démarche en écoutant l'opposition, on va dire, à tous les niveaux. Pas seulement au niveau politique, mais au niveau, à d'autres niveaux, notamment au niveau, voilà, la question des militaires qui sont incarcérés depuis 2010. Il faut veiller à libérer ces personnes-là, comme le président Laurent Gbagbo l'a signifié. C'est des personnes qui, à un certain moment donné, en tant que militaires, ont obéi au mot d'ordre de quelqu'un qui était chef d'État et qui aujourd'hui se retrouve en prison, tandis que ce dernier-là est toujours incarcéré. Il faut les libérer. Il faut aussi prendre en considération le cri de cœur de la jeunesse ivoirienne, notamment de ces 3000 docteurs qui se sentant, on va dire, objet d'une injustice, je peux dire professionnelle, ils se sont vraiment évertués vraiment à décrier, on va dire, la situation, et le gouvernement ivoirien n'a pas daigné les recevoir. C'est triste tout ça. Lorsqu'on voit le Premier ministre Patrick Tachi recevoir des jeunes gens qui passent le temps à produire des trucs insensés sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit que le Premier ministre Patrick Tachi les reçoit et qu'il ne reçoit pas ces 3000 docteurs qui quand même sont représentatifs de l'intelligence ivoirienne de la jeunesse. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont dommages et qu'on doit essayer d'inclure dans ce dialogue politique-là. Parce que ce dialogue-là ne doit pas seulement être politique, mais il doit aller au-delà. Il doit toucher véritablement à la réalité. Très bien, très bien. On vous a bien compris, M. Kondo. Oui, Baudouin, après, vous voulez réagir, oui. Oui, écoutez, j'ai entendu mon frère Zagol répéter que le ministre Mamadou Touré aurait tenu des propos à l'endroit de secrétaire général de son parti, mais M. Damanan Picasse, malheureusement, est un incitateur à la haine. Dans des rencontres publiques ici à Abidjan, il divulgue la haine, il enseigne la haine, et le ministre Mamadou Touré a donné une réponse conséquente. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Mais je pense que nous sommes ici, comme ils le disent, dans un esprit de paix. C'est pourquoi en 2020, quand mon aîné Touré Souleymane a initié la coalition nationale pour la défense de la paix, je me suis inscrit. Jusqu'à ce jour, l'initiative se poursuit. Et un an après cette lancée sur la paix, il a initié en appelant tous les jeunes acteurs politiques à s'associer à cette initiative qu'il faut saluer. Je salue son esprit éclairé et pour dire que nous nous inscrivons dans la paix. Mais à leur niveau, c'est regrettable que nous constatons dans les rues d'Abidjan des rencontres qui veulent justifier qu'ils sont responsables politiques de leur parti politique, mais il faut tenir le bon ton. Et le ministre Mamadou Touré a tenu un propos conséquent à ce que M. Damanan Picasse entraîne dans les rues d'Abidjan. Et c'est fort regrettable. Il faut vraiment nous notifier cela et c'est ce que je veux bien préciser. D'accord, mais si on doit passer à un autre sujet, je vois qu'il y a beaucoup de réactions suscitées par peut-être l'appel. Oui, Elia. Oui, je ne voudrais pas répondre aux deux, mais je voudrais les amener à quelque chose qui va les unir. Et pour libérer le ministre Mamadou Touré et pour libérer le secrétaire général du PPAC, Damanan Picasse, c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas vider le contentieux? Mais il faut vider le contentieux. C'est ce qu'il pourra libérer le ministre Touré Mamadou. Parce que tant que ce n'est pas vidé, eh bien, il va toujours ressasser cela. Et tant que Damanan Picasse n'est pas libre dans son esprit, il va toujours aussi ressasser cela. Le FPI a proposé les États généraux de la République. C'est ça que vous voulez en venir? Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce que ça va libérer Zagol et ça va libérer Baudouin, qui va passer son temps à défendre le ministre Mamadou Touré. Zagol va passer le temps à défendre Damanan Picasse et vers la fin, on ne va pas se retrouver. Mais il faut qu'on se retrouve. Alors vous avez la bonne tribune, vous avez le dialogue politique, donc ce sera l'occasion de faire ces propositions. Souleymane Touré? Oui, je pense qu'il faut éviter de désengréger
le climat politique. Il faut que nous sortions du prisme de la relatation de certains événements, mais en même temps, chez nous on dit, quand on parle au chien, on parle à l'os. Comme il a dit, on va beau faire. Tant qu'il n'y aura pas une volonté réelle de sortir véritablement de ce passé qui a malheureusement assombri l'image à Côte d'Ivoire, on aura toujours affaire à des jeunes qui se sentiront toujours dotés d'une mission de pouvoir tirer le drap vers chacun. Nous disons aujourd'hui que pour donc répondre à notre frère qui parle du Premier ministre qui a reçu des jeunes, mais le Premier ministre, Patrick Achi, est un homme inclusif, est un homme ouvert. Et il a reçu des jeunes, mais les jeunes dont il parle, des jeunes qui... mais ce n'est pas des jeunes bons à rien, c'est des jeunes qui contribuent de par leur façon sur les réseaux sociaux, comme il a dit. C'est parce que malheureusement, on a des gens en face qui exploitent toutes les images et, à dessein, et qui donc travestissent rapidement l'idéologie ou la portée d'une action. Le Premier ministre, Patrick Achi, est proche des jeunes, il s'ouvre à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il reçoit ces jeunes qu'il ne reçoit pas des médecins ou qu'il ne reçoit pas d'autres entités. Il n'y a aucune question qui donc soit mise en marge du parcours du Premier ministre. Il essaie de scripter chaque situation au détail près parce qu'il est dans la ligne du président, qui est un homme strict et qui est un homme méthodique. Mais pour dire encore une fois que, par rapport donc aux propos du ministre Touré Mamadou et à la situation du secrétaire général Damana Picasse, moi, je suis aujourd'hui, pour moi, de ceux qui pensent que nous sommes à la croisée des chemins, qu'il faut qu'on se parle. D'accord. Qu'il faut qu'on se parle parce que le jeune qui est PPAC, qui est proche de Damana Picasse, applaudira Damana Picasse tant qu'il ira à Koumassi dire que les populations sont délogées et que ceci se fait dans... Et qu'il va donc il va donc sortir des propos qui vont être mal appréciés. On aura toujours ce genre de réaction. Et c'est ce que Baudion essaie d'expliquer, que la réaction du ministre Touré Mamadou est subséquente à la dernière sortie du secrétaire général Damana Picasse. Moi, c'est deux personnalités que j'admire et que je respecte. Je pense que chacune de ces personnalités a sa place dans la politique en Côte d'Ivoire, parce que le parcours des grandes nations est fait de péripéties. Ceci est inhérent à toutes les grandes sociétés. Le ministre Touré Mamadou, c'est un homme d'avenir, c'est un jeune à qui le président de la République a fait confiance, qui occupe une haute fonction et qui, grâce à quand même son efficacité, a permis à des millions de jeunes d'avoir un emploi ou de profiter des avantages au niveau de l'agence emploi jeune qu'il dirige hautement et correctement. Et Damana Picasse, qui a été un aîné à nous, à la FESI, mais que je connais depuis de longues années, qui nous a initiés et qui a toujours fait montre de ses qualités humaines, est une aussi grande personnalité parce qu'il fait la fierté aussi de cette jeunesse, puisque quand il est choisi comme secrétaire général d'un parti, d'un ancien président, mais c'est un clin d'œil qui est fait à la jeunesse. Donc nous lui reconnaissons aussi, mais nous invitons chacune de ces personnalités à faire preuve de bon ton. D'accord. Et que Zagol soit porteur aussi de ce message à mon aîné, Damana Picasse, qu'il ne réponde pas à tout, mais qu'il tienne compte de la situation du président Gbagbo, qui aujourd'hui, comme Zagol le dit, est ouvert à la discussion et a donné instruction pour qu'il contribue résolument au rapprochement des positions. Monsieur, je vous propose une petite pause et on poursuit le débat juste après. Retour sur le plateau de NCI 360 et on aborde à présent un autre sujet, un autre phénomène, celui des congés anticipés, qui prend de plus en plus de l'ampleur et constitue un véritable problème pour l'école ivoirienne. Des élèves réclamant des congés avant le temps indiqué dans le programme scolaire perturbent les cours. Face à cette situation récurrente, les parents d'élèves sont invités à sensibiliser les enfants. Comme vous le voyez sur ces images, elles se sont produites à Ara, dans le centre de la Côte d'Ivoire. On peut voir sur ces images des élèves et des forces de l'ordre jeter des pierres. C'est une image insoutenable. Messieurs, vous qui êtes des leaders de jeunesse, bien que politiques, quel regard jetez-vous sur ce phénomène? Oui, il y a Ferdinand.
Pour ma part, hein, et j'ai été très clair, on n'a pas entendu vos partis politiques se prononcer sur la question, hein, monsieur. J'aurai l'occasion de vous donner la parole à chacun. Le Front populaire ivoirien s'est prononcé là-dessus. Peut-être qu'on n'est pas passé sur la chaîne NCI, mais on s'est prononcé là-dessus. Et je me suis prononcé particulièrement moi-même pour dire que ce qu'on regarde là est une image dégradante, mais de la pire des manières de notre école, de notre système éducatif. Et de notre jeunesse aussi. Et de notre jeunesse, qui part en lambeaux. C'est des avenirs qui sont en train de sombrer par la faute, certains diront pour des parents, d'autres diront des enseignants, d'autres diront des gouvernants. Et quand on arrive à ce niveau, moi je me dis, la faute, elle est... Oh, les responsabilités étant partagées, mais je donne la plus grosse de la faute à nos gouvernants. Pourquoi? Je parle des gouvernants. Pourquoi? Parce que depuis quelques 20 ans, je vais dire, notre système éducatif a relâché les méthodes, je ne veux pas dire de répression, mais de correction des élèves. Et on a mis... allusion à la chicotte? Oui, je fais allusion mais à la chicotte. Parce que moi, j'ai été chicoté. Soit parce que vous avez été chicoté. Oh on non. a tous été chicotés. Hein. Je ne suis pas sûr que quelqu'un sur ce plateau n'a pas été chicoté. Oui, mais Ali, justement, est-ce que vous et moi, on a jeté cailloux comme ça? Mais c'est parce qu'on a été chicoté. C'est parce qu'on a été chicoté, on a été redressé. On pourrait dire, oui, les parents n'éduquent pas bien. Non, non, mais quand le parent il laisse son enfant rentrer, partir à l'école le matin, là, le reste, là, c'est le maître. Le parent, il n'est pas là-bas. Alors, quand l'élève quitte la maison, il faut qu'il sache que là où il va, là, il y a un maître là-bas. Et je dis maître avec M majuscule. Je ne dis pas l'instituteur, je dis maître. Alors, il faut qu'on ramène ce thème-là au centre de l'éducation de nos enfants. Vous savez, tout le monde dit il faut. Oui, il faut. Alors, il faut déjà corriger la loi de 2014 qui dit que l'enfant, dès qu'on le voit, il faut le cajoler, mais un enfant qui fait mal, il faut le corriger. D'accord, on vous a bien compris. Oui, Zagol? Oui, Ali Diarra-Souba, vraiment, c'est regrettable l'image qu'offre l'école ivoirienne aujourd'hui. C'est vraiment regrettable. Par le passé, nous avions nos aînés quand nous étions au primaire, mais des aînés disciplinés qui venaient pendant les congés avec des livres nous incitant à lire, nous emmenant à faire des concours de poèmes pour choisir les meilleurs, des aînés qui étaient studieux et conscients. Et correcteurs aussi, pour aller dans le sens du bien. Oui, et ce sont ces aînés-là qui ont fait de nous des personnes qui n'ont pas dévié. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'image de l'école ivoirienne, on est écœuré. Des élèves qui ont perdu le goût des études, qui s'adonnent aux congés précipités quand il faut, qui sont les maîtres des maîtres. Vraiment, c'est déplorable. Alors, vous allez me poser la question de savoir à qui la faute. Mais je ne l'ai pas encore posé, mais allez-y. Oui, mais déjà... Vous êtes auto-posé la question. Je vais soutenir l'IA, carrément. Il faut redonner la force au maître. Il faut redonner de l'autorité au maître. Parce que l'élève à la maison montre un visage radieux. Tu le vois, il y a des parents qui sont surpris que les enfants lancent des cailloux à l'école. Et quand tu vas appeler le parent et que tu vas lui faire des récriminations, il ne comprendra pas et il va le dénier. Il dira que son enfant est un exemple. Parce que l'enfant, entre la maison et l'école, aura adopté une autre attitude. Vraiment, c'est déplorable, mais il faut redonner de l'autorité au maître. Il faut faire en sorte que nos écoles redeviennent des écoles. Et que le maître applique la sanction qu'il faut selon le règlement intérieur de l'école. Je ne dis pas ici sur ce plateau que les fautifs doivent être emprisonnés. Mais il faut quand même un peu de correction. Mais, alors, vous rejoignez Lia Ferdinand, me semble-t-il, dans l'idée selon laquelle il faut ramener la chicotte? Pas la chicotte, mais l'autorité du maître. D'accord. Parce que les maîtres n'ont plus d'autorité. Par quelque moyen que ce soit. Voilà, les maîtres n'ont plus d'autorité. Très bien. Valentin, alors beaucoup estiment que la chicotte, ça fait au contraire fuir certains enfants de l'école. Et quel est votre point de vue? Bien, il faut dire que, d'emblée, j'allais dire que l'image que nous avons est dégradante. C'est chez toi. Et ce n'est pas bon pour notre école, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il faut que cela change. Nous avons connu d'autres phénomènes, le phénomène de Boro d'enjaillement ici à Abidjan. Et puis, après, on n'a plus observé ces moments-là. Ça veut dire que quelque chose a été fait, quelque part, pour que ça s'arrête. Heureusement, avec
la nouvelle ministre, il y a eu les états généraux de l'école, sinon les états généraux de l'éducation. Nous attendons vivement que les résolutions de ces états généraux s'appliquent pour que ces cas-là soient vraiment de mauvais souvenirs. Alors, il y a un de nos aînés qui est responsable d'un établissement dans la ville d'Abidjan, dans une des communes d'Abidjan, et qui a une méthode qu'il applique, allant un peu dans le sens de ce qu'a dit ici mes deux prédécesseurs, les activités qu'il employait, les activités studieuses, à une période stratégique, lorsqu'on tend vers la fin, vers les congés, pour occuper les enfants, jusqu'à ce que les enfants ne se rendent pas compte que les congés approchent, et puis les congés se passent très bien. Ça fait quelques années, 3 à 5 ans, que malgré tout ce qui se passe dans Abidjan, cet établissement ne connaît pas le phénomène des congés anticipés. Sur ce plateau, j'ai fait appel à cette année d'approcher aussi le ministère pour que ces expériences-là soient vraiment appliquées, pour qu'on ne connaisse plus jamais ce que nous vivons. C'est dommage, ce sont nos petits frères, ça nous fait vraiment des pincements au cœur. Alors, vos petits frères, ils sont plus jeunes que vous. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité parce que vous êtes censé être leur modèle? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que vous avez fait la même chose qu'eux, qu'il n'y a pas de limite quand on est à l'école? Je veux dire, est-ce que vous vous regardez dans votre propre miroir et vous dites, nous aussi à notre temps, il y a des choses quand même qu'on a fait qui n'étaient pas correctes? Mais là, je pense que c'est une mauvaise impression puisque c'est clair, c'est établi. C'est une analyse qu'on fait. Oui. Non, j'ai pas des enfants les enfants qui peuvent avoir ces impressions. On n'a jamais eu à passer ces moments-là. Et donc, ça ramène la question des modèles pour les enfants, pour les élèves en Côte d'Ivoire. Oui, Baudouin? Oui, l'image que nous observons est vraiment regrettable. Et pour moi, la responsabilité incombe à toute la société. Parce que l'État fait peut-être son travail. Le travail de l'État suit l'évolution du monde. On supprime la chicotte à l'école. Mais en même temps, dans l'évolution du monde, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons le phénomène aussi des influenceurs, avec les clashs à n'en point fini. Donc, il y a effectivement un effet sur la conscience donc, de la jeunesse. Et donc, la responsabilité incombe à toute la société. Donc, chacun a sa part à jouer. Les parents d'élèves, les organisations non gouvernementales, les leaders de jeunesse, des partis politiques. Et c'est vraiment regrettable. Je pense qu'en tant que jeunes, nous devons donc saisir la notion de la non-violence. Et avec, aujourd'hui, les états généraux de l'éducation, initiés par le gouvernement, des réflexions sont bien mûries. Je pense que c'est une situation que nous finirons par éradiquer. Je suis bien confiant et nous avons tous notre responsabilité à jouer dans l'amélioration de nos systèmes éducatifs. D'accord. Merci. Monsieur Martin Kouassi, vous nous appelez d'Aboisseau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Rassouba. Oui, comment vous réagissez? Allez-y. Oui, je voulais réagir au sujet qui est vraiment important ce soir. Allez-y. Oui, en fait, tout à l'heure sur le plateau, il y a quelqu'un qui parlait de la responsabilité. Moi, je voulais vraiment rapidement donner mon point de vue sur ce sujet. C'est pour ça que vous êtes en ligne. Allez-y, donnez votre point de vue. Voilà. Moi, je donne la priorité aux enseignants et aux responsables des établissements. Parce que moi, j'ai fait une petite remarque. C'est qu'à 2 semaines des congés déjà, on remarque que les emplois du temps des enfants ont soit été pas modifiés en tant que tel, mais en réalité, les enfants ne font plus le cours normalement. C'est-à-dire que l'enfant qui a cours du matin d'habitude, il va le matin, il vient à midi, très à 10h ou bien à 11h, tu le vois dans la maison, non, le professeur est parti. Ce que vous dites est grave, ça veut dire qu'il y a une complicité des enseignants. Oui, ça, il faut vous avez des faits qui fondent ce jugement que vous portez? Oui, mais ce que vous dites, c'est que moi, en tant que parent d'élève, j'ai tiré mon enquête. D'accord. Quand j'ai remarqué qu'à 2 semaines, chaque année, à 2 semaines, puisque le phénomène, ça fait un bon moment que le phénomène est dit. Et à chaque fois qu'on tend vers les congés, il y a l'attitude des enseignants change. Et ça, c'est déplorable, quoi. D'accord. Merci à vous, M. Kouassi, de nous avoir appelés depuis Aboisseau. Lia Ferdinand. Oui.
J'ai passé du temps à regarder cette image. Et j'ai vu même que le nombre de policiers devant est faible. Est faible. Responsabilité de l'État. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Je me souviens que... Alors, entre parenthèses, avant que vous ne poursuiviez, si on a affaire à 1000 élèves, il faut envoyer 1000 policiers? Non, pas 1000 policiers. Il est établi... Non, ce n'est pas un policier. On parle du nombre faible. Donc je vous pose la question. Mais le nombre là, je vois une centaine d'élèves et je vois deux ou trois policiers sur l'image. Non, ce n'est pas 2 ou 3. Quand on voit bien, ils sont une dizaine environ. Oui, mais on sait qu'ils ne sont pas super entraînés. Mais ne me dites pas qu'ils ne sont pas entraînés à gérer ces cas. Mais je voulais juste dire qu'il y a eu une fois où les responsables de l'école de mon fils m'ont appelé pour dire qu'il est un peu turbulent et que quand ils sont à la pause à midi, il fait des jeux un peu dangereux. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis rendu à l'école. Je suis allé voir la directrice de l'école. Et devant lui, j'ai dit à la directrice, la prochaine fois qu'elle va constater qu'il s'est mis dans un jeu dangereux, qu'elle le frappe. Qu'elle le frappe et il viendra me trouver à la maison. Parce que je ne vois pas une autre solution. Pour que l'enfant arrive à faire ça à l'école, c'est parce qu'il ne considère pas l'autorité de celui qui l'enseigne. Et c'est grave. Vous avez posé la question, est-ce qu'il ne copie pas sur nous? Mais moi, mon enfant... C'est pas comme ça que je l'ai posé. Je relève le point sur l'exemplarité. Mais l'exemplarité de cette génération... Les enfants s'identifient. Mais ces enfants pourraient s'identifier à nous. Or, nous... Bien sûr. Or, nous, c'est pas ça. Quel genre de modèle êtes-vous? En tout cas, moi, je suis un bon modèle. Jeune leader... Ah non. Quand vous irez dans mon parti politique, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas des modèles. On vous dira que je suis un modèle. C'est un vrai sujet, c'est une question essentielle que je pose. Quel modèle avons-nous pour les élèves, pour les jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Merci. Souleymane Touré. Comme il y a eu un tour de table sur la question... Oui, bien sûr, allez-y. Je voudrais déjà en appeler à la retenue de mon jeune frère Ferdinand. Vous n'êtes pas partisan de la chicotte, apparemment? Non, je pense qu'il faut s'accommoder aux réalités du moment. On ne peut pas se démarquer... Non, il n'y a pas de réalité du moment. Non, mais laissez-le terminer, Lia Ferdinand, s'il vous plaît. Tu ne peux pas prendre le compte courant de cette disposition-là qui est que... Mais on peut l'annuler. Mais... Laissez-le parler. Monsieur Lia Ferdinand, laissez-le terminer. Ferdinand. Mais je vous sais très discipliné. Ce n'est même pas toi qui donne la parole. S'il vous plaît, laissez-le terminer et puis vous allez intervenir après. D'accord. Allez-y. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que... Mais je n'ai pas le temps que... Non. Laissez-le terminer, allez-y, Souleymane Touré. Mais je veux dire à mon jeune frère que sur la question de la chicotte, je pense qu'aucune décision n'est prise de façon apodictique. Il faut une réelle analyse sur la question parce qu'il faut pouvoir tirer les leçons de l'éducation que nous avons reçue de nos parents, où la chicotte était démise, et puis mesurer le coût d'opportunité. Parce que, bien entendu, les nations qui se sont donc alignées derrière cette disposition de respect du droit de l'enfant et puis de pouvoir lui accorder l'éducation qu'il faut sans forcément être violent. Parce que ce qu'il n'intègre pas, c'est qu'à autoriser la violence ou les chicottes, il y a des maîtres qui ont passé des enfants au trépas, et il y a des enfants qui ont perdu l'usage de leurs membres, souvent. J'en ai connu, moi, dans mon enfance. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Quand on parle de responsabilité, mais quand vous autorisez qu'on utilise la chicotte à l'école et qu'il y a un enfant qui décède des suites, des coups, même lui-même, Valentin, si son enfant décède parce qu'il a autorisé que l'utilisation de la chicotte puisse se faire et que l'enfant est dans une position ce jour-là où il n'est pas très en forme et qu'il y a un décès, je touche du bois, lui, il est sûr qu'il pourra supporter cette réalité. On ne va même pas le reconnaître. Il va dire, j'ai dit de le frapper, mais de ne pas dépasser les limites. Donc, pour éviter de prendre des risques, l'État prend des décisions, mais l'État ne prend pas une décision comme ça. L'État s'accommode à la réalité mondiale. Exactement. Et je pense que l'État a bien fait d'extirper de notre façon de fonctionner la chicotte. Maintenant, toi-même, ta responsabilité à la maison. Mais quand tu as bien éduqué ton enfant à la maison, mais la part de l'éducation de la maison tient 80% et c'est prépondérant. L'enfant passe beaucoup plus de temps avec ses parents. Mais quand toi, ton enfant va faire
des choses comme ça à l'école, et que toi, tu vas demander au maître d'éduquer ton enfant à ta place, il y a un problème. Il y a une réelle prise de tes responsabilités. Je ne pense pas que ce soit la solution que de demander à l'autorité de se faire par la chicotte. Je pense qu'il faut multiplier peut-être le contact des parents et de l'enseignant. Et puis que l'enfant... Le gouvernement disait que les parents reprennent leur place dans l'éducation des enfants. Mais que surtout, que l'enfant se rende à une évidence, c'est que il n'y a pas de limite entre le parent d'élève et son enseignant. Que tout ce qu'il fait est automatiquement et systématiquement renseigné, soit le portable par SMS ou bien par des voies qui peuvent être indiquées. Mais pour moi, la question des congés anticipés est à analyser de plus haut et de plus loin. Parce que comme quelqu'un a indiqué ici, il y avait d'abord les bords d'enjaillement, il y a 10 ans, 15 ans. Donc ça transcende même les dirigeants politiques du moment. C'est des choses qui peuvent se faire et qui existent de façon ponctuelle, mais qui doivent être réglées. Et moi, j'ai confiance en l'État. Je sais qu'avec la ministre Marietou, qui va poursuivre l'œuvre de notre cher aîné, son Excellence Kandia Camara, saura trouver une solution. Mais que cette solution mettra à contribution de façon transversale plusieurs ministères. Il y a le ministère de la Femme et de l'Enfant, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère de la Sécurité sur la question du nombre de policiers. Parce que le policier aussi, qui est investi de ses prérogatives de sécurité, quand il est en face de lui des enfants, il est adjoint à une retenue dans son comportement. Mais de là à aussi constater une disparité aussi forte du nombre de policiers dans une arène aussi forte d'élèves qui s'adonnent à des comportements de violence vis-à-vis de ces policiers, c'est déplorable. Mais ça demande et ça exige que tous les Ivoiriens, parce que ce problème existe et persiste. Depuis combien d'années on revient tous les jours sur les questions de congés anticipés? Il y a une réelle autocritique à faire au-delà des obédiences politiques, au-delà même de la gouvernance. Et il y a vraiment un travail à faire sur l'éducation parents-enfants, enseignants-enfants. D'accord. Alors, avant de prendre M. Daouda qui nous appelle de Koumassi, il y a un de nos internautes qui nous écrit depuis la France qui dit « Pas de chicotte à l'école française, mais pas de congés anticipés ». Donc la chicotte ne résout pas tout. Alors, M. Daouda, je reviens à vous tout de suite. M. Daouda, vous nous appelez de Koumassi, allez-y. Ce n'est pas la même que celle de la Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Oui. Oui, M. Ali? Oui, allez-y. Allô, M. Ali? Oui, allez, on vous entend très bien, M. Daouda. Quel est votre point de vue? Dites-nous. Je disais que non, les enseignants et les élèves sont en complicité. En complicité? Ils sont en complicité contre la famille. Parce que les parents d'élèves, c'est nous qui dépassons, mais ils sont en complicité. Moi, à mon avis, il faut les prendre pour les garder à la maca. Après le congé, on les libère, ils viennent à l'école. Quand c'est comme ça, ils vont comprendre que c'est mieux de rester tranquille pour aller à l'école et non inventer le congé. D'accord. Voilà, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Mettre les enfants à la maca, carrément? Oui, parce que mais s'il refuse d'aller à l'école, il empêche l'enfant de jouer encore d'aller à l'école, là, c'est un crime. D'accord. Non, c'est inacceptable. On a bien compris votre point de vue, Monsieur Daouda, qui nous appelait depuis Koumassi. Adiko? Oui. Allez-y. Bien, je voudrais avoir ce commentaire sur ce que je viens de voir. L'UDPCI n'a pas réagi sur ce phénomène. Si, Monsieur, je parle à M. Adiko, je lui pose une question. Arrivé à vous, je vous poserai la question, vous répondrez, M. Zagol. Oui, Adiko, allez-y. Qu'est-ce que l'UDPCI a proposé? Au-delà de l'indignation, qu'est-ce que vous avez proposé? Mais nous estimons, nous pensons que ce que nous voyons est certainement le reflet de la société. Et le reflet de la société. Et si nous ne sommes pas capables de respecter les lois même que nous nous imposons, on ne serait pas étonné que les enfants puissent ne pas respecter la date des congés qu'on décide depuis le début de l'année. Donc, tout ça, qu'il faudrait de revoir le fonctionnement de la société. Et ça m'amène à me poser des questions de la nécessité des organisations scolaires ou étudiantines, notamment la FESI et autres, dans les lycées et collèges. Parce que je me rends compte que c'est depuis que la FESI a été interdite d'activité au sein des lycées et collèges que cette affaire de congé anticipé a pu prendre forme. Je ne suis pas d'accord. Si. Non, je vous dis. Je vous dis, dans les années 2000,
Moi, j'étais à l'école, la FESI exerçait, il y avait quelques congés anticipés, souvent. Oui, mais de plus en plus, c'est devenu un phénomène. Chaque année, ça monte. Au début, bon, c'était ça et là quelques écoles, mais c'est devenu comme une tradition. Chaque année, dès lors qu'on a 2 semaines de congés, mais écoute, ça va dans tous les sens. Moi, je pense qu'il faut impliquer, dans la résolution de cette question, il faut impliquer les élèves eux-mêmes, mais à travers une organisation qui pourrait les représenter au nom qui pourrait parler au nom des élèves et étudiants. Mais je crois qu'il faut revoir la nécessité de permettre à la FESI d'exister dans le lycée et collège. Je ne le dis pas parce que je suis un ancien de la FESI, je le dis parce que... Merci de la révélation. Oui, non, c'est clair que comme la plupart d'entre nous sommes les plus polis de la FESI. Mais je dis, mais ça ne nous a pas empêché d'aller à l'école de façon normale et d'avoir tous nos diplômes et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est important que l'organisation forte qui est la Fédération des institutions scolaires puisse mener ses activités au niveau des lycées et collèges parce que, naturellement, ça va freiner toutes ces actions-là. Parce que c'est des zones pas contrôlées. Vous avez dans un lycée et collège, celui qui est le secrétaire général de la FESI est connu. S'il y a une action déplacée, on lui impute la responsabilité. C'est clair. Mais là, on ne sait pas qui est le responsable. Ça va dans tous les sens. Chacun se lève, il forme sa petite équipe et puis il vient déloger le jour au jour. D'accord. Zagol, Alain. Oui, merci. La question de l'école dépasse le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire? Je veux dire, c'est une question d'État. C'est une question qui concerne tous, notre affaire à tous. Oui, mais ça transcende tous les ministères. Parce que vous savez que l'école a cessé d'être... Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question, vous avez demandé quel modèle nous sommes, nous les aînés. Et vous voyez, vous n'avez pas répondu à la question, non, hein, monsieur. Déjà, nous ne sommes plus les seuls interlocuteurs de nos petits frères. Quels sont les autres interlocuteurs? Mais Internet. Les enfants prennent des informations à travers d'autres canaux d'information. Oui. Hier, par exemple, Internet n'existait pas. En 2000, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est le grand frère qui était le modèle. C'est avec lui qu'on discute des questions, je veux dire, existentielles, des questions importantes. Il faut être productif. Aujourd'hui, on ne peut pas couper Internet. Oui, on ne peut pas couper Internet. Déjà, il faut que l'État saisisse la question de l'école. Comme l'a dit tout à l'heure Valentin, nous attendons les résolutions, certainement des États généraux de l'école. Mais l'école a cessé d'être, je veux dire, la garantie du succès pour les élèves. Et regardez, quand vous voyez 300 docteurs... 3000. Hein, 300 000. Alors, les chiffres sont disputés selon qu'on soit dans tel ou tel parti. Quand vous voyez 3000 docteurs dans une société qui marchent pour réclamer un premier emploi, mais ça doit pouvoir inquiéter. L'élève qui va à l'école et qui a son grand frère qui est docteur, mais qui ne travaille pas, l'élève cesse de croire en l'école. Vous savez, moi j'étais au lycée classique d'Abidjan et on avait un modèle, Lamine Fadiga. Mais tout le monde compétissait pour dépasser Lamine Fadiga. Parce qu'on a vu le parcours de Lamine Fadiga. Il est devenu une personnalité de premier plan parce qu'il allait à l'école. Et l'école lui a garanti quelque chose de fondamental, qui est la réussite sociale. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'école ne garantit plus ça. Alors moi, si vous voulez, en termes de propositions, nous, au PPACI, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire beaucoup d'efforts. Parce que l'école, c'est le développement. Une nation dont la population est bien formée, naturellement, cette population-là impacte l'économie du pays. Et une population qui est mal formée, naturellement, le pays n'est pas développé. Quand on voit les pays comme la Chine, le Japon, ces pays-là ont misé beaucoup sur l'école et la formation. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire doit, je veux dire, mettre en adéquation la formation et l'emploi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous ne savons pas, c'est que la situation économique de la Côte d'Ivoire est en situation de sous-emploi. Ah bon? Oui, qui veut dire qu'il y a des domaines de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas activés, des domaines économiques. Oui, c'est tout récemment que nous avons vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a NCI, mais la Côte d'Ivoire a dû libéraliser ce secteur depuis longtemps. Vous aurez dû le faire. Vous aurez dû le faire. Je viens, oui. Monsieur, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'un régime en particulier. Non, mais des régimes, je suis pas... Oui, mais je parle de tous les régimes. Je parle de tous les régimes. Voilà, donc je termine pour dire que le pays doit comprendre qu'il faut activer tous les secteurs d'activité qui sont soit sous monopole ou qui ne sont pas activés. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais quand même réagir. Allez-y rapidement. Alors, on va aller au pas de course, hein, monsieur, oui, rapidement. Je reviens à vous. Je voudrais rapidement dire que c'est vrai que Zagol, il impute cette situation-là à l'État.
Et d'ailleurs... Alors, soyons clairs, hein, quand on dit l'État, c'est nous tous. Oui, c'est tout le monde. C'est une allusion au gouvernement, peut-être. Oui, mais il parle du... Oui, mais sur cette question-là, mais la dégénérescence de l'école ne part pas d'aujourd'hui. Au contraire, je pense que ce que le président Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature, a fait pour l'école ivoirienne, mais n'eût été la maestria de ce grand homme, on serait aujourd'hui dans le désastre au niveau de l'école. Parce que, bien entendu, on ne va pas revenir sur des choses, mais il faut le dire. Mais quel est le rôle du gouvernement? Le gouvernement, son rôle, mais c'est de construire des écoles. C'est de construire des écoles et la Côte d'Ivoire a connu la construction de 22 000 classes pour le primaire, le collège et le supérieur et les lycées. 22 000 classes, mais donc depuis 2010 à 2018, en 8 ans, 22 000 classes. Mais de 1960 à 2010, on avait à peu près le même chiffre. C'est-à-dire que du temps d'Houphouët-Boigny, en traversant tous les présidents, le président Alassane Ouattara a fait autant de classes que tous les présidents réunis. Mais le président fait son travail. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit construire des écoles. Il doit construire des routes pour aller à l'école. Des usines aussi. Il doit construire... Mais oui, mais attendez, s'il te plaît. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais quand on dépasse Sikinsi à l'époque, on rentre à Abidjan, il n'y a rien. Hein? Mais depuis 10 ans, mais la zone industrielle s'est déportée vers le péage. C'est des dizaines, plusieurs centaines d'usines. Et à l'entrée de toutes les grandes agglomérations, ce sont des usines et ça génère des emplois. Pour terminer avec l'affaire des médecins. 30 secondes. Les médecins, 3 000 médecins, 3 000 docteurs, mais j'invite nos amis à aller à la source d'information. Parce que quand on regarde l'évolution démographique de la Côte d'Ivoire, mais de façon exponentielle, et qu'on regarde aussi le nombre d'infrastructures sanitaires construites en 10 ans, et qu'on fait le ratio avec ce qui a été fait avant, mais grâce, n'eût été Alassane Ouattara, c'est 10 000 docteurs même qui seraient sortis. On vous a bien compris. Voilà. Et donc, il y a on n'a pas le choix que de s'accommoder aux réalités. Il y a des questions qui seront gérées au cas par cas. Merci, monsieur l'avocat. S'il vous plaît. Ah bon, je suis devenu avocat? S'il vous plaît. Merci. Oui, Valentin, vous avez 1 minute, rapidement. Bien, merci. Il y a un bon avocat du pouvoir ici. Vraiment, mais il va un peu trop. Merci. Monsieur Valentin, donnez votre point de vue sur la question, allez-y. J'en viens. Je voudrais dire que je voulais revenir sur un élément que vous avez rappelé tout à l'heure concernant le modèle. Vous avez posé la question de savoir si nous ne sommes pas les modèles de nos cadets, de nos enfants, qui nous copient en faisant ce qu'ils font. J'ai dit et je répète que nous ne sommes pas leurs modèles. Ils copient les choses de leur époque. Leurs modèles sont les faits qui se passent au moment où nous sommes actuellement. Ce sont les travers de leur époque que les enfants copient. C'est pourquoi la législation va avec l'évolution du temps. C'est là que je m'en vais en opposition avec mes amis qui disent qu'il faut ramener la chicotte. Pas forcément. Je voudrais dire que si nous, on avait fait ce qu'ils ont fait là, on ne serait pas capable de nous asseoir sur un plateau comme ça et débattre. Parce qu'on a accepté d'aller à l'école. On a accepté de ne pas anticiper les congés. C'est pour ça que nous avons bénéficié de l'éducation qui nous permet d'avoir un bagage et défendre des sujets. Ceci étant, concernant la place de la FESI à l'école, je ne dis pas forcément que ça a été bien fait ou mal fait, mais ce que je pense, c'est que la question des congés anticipés, ça a été effectivement déclenché par la FESI. Parce qu'à l'époque, vous allez exprimer votre objection après. Lorsque nous tendons vers les congés, parfois, ce sont les coups de sifflet venus de la FESI qui fait sortir les élèves des classes et puis les coups prennent fin. Très bien. Il faut donc faire attention en faisant en sorte que
les résolutions qui ont été prises par les États généraux soient appliquées et rapidement pour que cette situation prenne fin. D'accord. Merci, Diarra-Souba. On a épilogué sur la question. Et puis, il y a eu le phénomène de borage d'enjaillement qui a disparu, mais on ne nous a pas dit comment est-ce que ça a disparu. Comment est-ce que ça a disparu? Comme il y a le conseiller du Premier ministre qui est là et qui, tout à l'heure, parlait de... non, moi, je ne dirais pas que c'est un avocat. De toutes les façons, il est d'une obédience politique. Il est en droit de dire que son régime travaille bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite, que son régime travaille bien et mieux que ceux qui sont passés. Parce que tant qu'ils ne sont pas arrivés à là, ça sera un problème. Oui, bien sûr. Et donc, ça ne voudrait pas... Bien. Alors, donc, je disais que... Vous avez 30 secondes pour terminer. Alors, 30 secondes presque pour terminer. au terme de cette émission. OK, d'accord. Je reviens sur l'affaire des docteurs, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a l'Académie des sciences et techniques de la mer. Là-bas, il y a plus de 1200 élèves qui en sortent, puisque mon petit frère est de la promotion de 98. Il a été formé à l'Académie, il est sorti lieutenant au long cours, mais il n'y a jamais eu un bateau qu'il a recruté. Ils sont plus de 1200. Alors, ce n'est pas seulement construire les écoles, mais quand on finit de construire les écoles, qui sont des écoles de référence, mais il faut trouver les débouchés pour ces élèves-là. Et c'est ce que je voudrais que le conseiller demande. L'Académie ne fonctionnait plus il y a quelques... donc, quand vous remettez en fonction, c'est que vous êtes parler ensemble tout de même, messieurs. Quand vous avez remis l'Académie en fonction, c'est que vous êtes sûr que ceux qui vont sortir vont avoir des débouchés. Je suis obligé de vous arrêter. Oui, Baudouin, rapidement. Oui, nous n'allons pas refaire le débat sur le recrutement des enseignants. Il y a eu ce débat sur ce plateau. Le mode de recrutement. Tout un docteur n'est pas... obligé de travailler en tant que docteur ou bien obligé d'enseigner à l'université. Donc, ces questions ont été déjà débattues ici. Et quand nous parlons de modèle, voilà, mon aîné Touré Souleymane aujourd'hui, qui initie des journées pour la paix. Et quand nous parlons de la paix, nous parlons de la non-violence. Et ces actes donc, de congés anticipés sont contre l'esprit de la non-violence. Donc, quand ces jeunes élèves nous regardent aujourd'hui rassemblés autour de ce projet pour la paix, nous devons être donc, dès lors, leur modèle. Et c'est à cela que j'invite nos jeunes frères à l'école de se concentrer sur leurs études, parce que nous avons été des modèles et nous sommes des modèles. Merci. Très bien. Alors, messieurs, on va passer au carton de la semaine. Il est temps de défendre la paix. Le premier sujet soumis au carton de la semaine, c'est bien sûr cette initiative de vous, monsieur le conseiller du Premier ministre, chargé des questions politiques, de la jeunesse et du service civique. Vous avez décidé d'initier des journées justement pour faire la promotion de la paix et de la cohésion. Oui. Quel carton vous attribuez à cette action ? J'ai envie de voir le rouge, je ne sais pas quel... Bien évidemment. Ah, d'accord. Parlez-nous un peu de cette initiative, rapidement. Merci. Comme nous avons donc indiqué plus haut, la jeunesse ivoirienne doit prendre toute sa part dans le processus de dialogue politique national entamé par le président de la République sous l'autorité ici du Premier ministre, son Excellence Patrick Kachi. Et en ma qualité de conseiller en charge des jeunes, nous avons initié des rencontres avec donc, nos amis et frères de l'opposition, mais aussi du parti au pouvoir. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons rencontré le président Kwasi Valentin de la jeunesse du PDCI. Nous avons rencontré le secrétaire général du PPACI, Damana Pikas, qui a désigné le porte-parole de la jeunesse, le jeune frère Zagol Durand. Nous avons donc rencontré le président Adiko Franck de la jeunesse de l'UDPCI. Nous avons rencontré le président Lia Ferdinand de la jeunesse du FPI, le président Thureux Dubois de la jeunesse du COGEP, de Charles Blé Goudé, et puis donc plusieurs entités que nous ne citerons pas ici, mais le président d'Ascensan aussi de la jeunesse du RHDP, afin de les inviter à donc, nous asseoir autour de la même table, et puis de parler de paix et d'agir en cette fin d'année en faveur de la paix. Bien sûr que c'est une démarche qui répond justement à notre volonté de pouvoir être des exemples pour ces jeunes. Et je ne sais pas qui a appelé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a appelé de San Pedro pour féliciter, parce qu'il y a des millions de jeunes Ivoiriens qui suivent aujourd'hui ce projet et qui y croient, parce que nous considérons que si nous, jeunes,
dans notre diversité. Vous avez vu ce débat, aussi houleux soit-il, mais quand nous sortons de là, nous nous retrouvons. Et chaque soir, depuis 3 semaines, tous les 19h, nous nous retrouvons, moi, Zagol, Valentin, tous les présidents, pour essayer d'étoffer au mieux ce programme que nous entendons réaliser les 24, 25 et 26 décembre en cette fin d'année. 24 décembre, c'est la première journée, la journée de prière, parce que, coïncidence oblige, le 24 décembre de cette année, c'est un vendredi. Vendredi, jour de fête et de prière pour les musulmans. 24 décembre, naturellement, jour de fête et de prière pour les chrétiens. Nous allons conjuguer les prières et à la mosquée et à l'église en faveur de la paix et de la cohésion. Mais entre les deux prières, donc l'une à 13h et l'autre la nuit, on va organiser un panel autour du thème « La paix indispensable à tout développement ». Ça, c'est le vendredi 24. Le samedi 25, nous entendons organiser une journée sportive au Parc des Sports de Treichville. Le sport est un vecteur de rapprochement, de fraternité. Et chaque président de jeunes viendra avec une équipe. Et toutes ces équipes joueront au football parce qu'on va s'entrelacer, on va se toucher. J'ai une question. La finale de cette journée, ça va être doté du trophée Alassane Ouattara pour la paix. Et cette finale opposera donc une équipe composite de tous ces partis politiques face donc aux anciens éléphants, les maestros, les Kader Keïta, les Zézéto, Aruna Dendane et tout cela, le 25 décembre. Quelles seront les retombées de ces journées de la paix, messieurs? D'abord, je termine avec le programme parce que le dernier jour... Vous allez terminer, évidemment. On a vu, je vous le disais en début d'émission, on a vu des alliances politiques sous toutes les formes en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas une union des jeunes des partis politiques sur fond d'hypocrisie, encore une fois? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est si l'émulation et l'émanation de chacun d'entre nous. D'accord, on les entendra chacun. Et donc, je pense que je termine avec le programme et vous poserez la question aux uns aux autres. Le dimanche 26, qui est l'apothéose, qui doit être un jour qui consacrera l'union de cette jeunesse ivoirienne et qui nous rassemblera au Parc des Sports de Treichville. D'accord. On attend 20 000 jeunes de tous les partis politiques. Valentin a promis 5 000 jeunes de la JPDCI. Zagol, lui, il parle de 5 000 à 10 000 jeunes. Ce jour-là, on verra qui est qui, mais on sera tous dans le même parc, ensemble, tous les jeunes, avec en prime la Côte d'Ivoire de paix, la Côte d'Ivoire fédérée, la Côte d'Ivoire autour donc d'un même idéal, parce que nous sommes conscients d'un fait, c'est que la paix est indispensable à tout développement. D'accord. Baudouin Yapo, on fait le tour. Nous pouvons aller avec les bien sûr. D'accord, je tiens ce carton vert pour la FECI, qui a organisé un congrès... Non, c'est pas grave. Allez-y. Qui a organisé donc un congrès apaisé. J'ai participé auprès de Maître Abdoulaye Bemete, représentant le ministre Mamadou Touré. Et je tiens encore ce carton vert pour la jeunesse du RHDP, qui a organisé un an après l'investiture, donc la commémoration de l'investiture du président Alassane Ouattara pour ce mandat. Je tiens ce carton pour l'initiative de la paix tenue par mon aîné Touré Souleymane, qui rassemble toute la jeunesse dans ses différentes composantes, RHDP, opposition. Et donc j'invite avec ce carton toute la jeunesse de notre pays à se mobiliser, surtout à Abidjan, à se mobiliser totalement pour ces 3 jours de paix, pour inculquer le message de la paix dans notre conscience collective. Et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire en paix et une Côte d'Ivoire réconciliée. Très bien. Léa Ferdinand? Je peux utiliser 2 cartons? Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Alors déjà le carton vert. Le carton vert pour l'initiative qu'a eu le conseiller du Premier ministre, M. Touré Souleymane, qui n'a pas hésité à nous contacter et à demander qu'ensemble, nous rêvions d'une Côte d'Ivoire unie, les 24, 25 et 26. Ali, pour répondre à votre question de départ, pour dire que la jeunesse ivoirienne n'est pas manipulée, parce que nous, quand on décide de faire, on y va. Et à ces actions, il n'y a pas eu un président qui a dit, bon, pensez, et puis on va aller faire la paix avec RHDP. Il n'y en a pas eu. Il nous a contactés. En toute responsabilité, nous avons compris qu'avant le dialogue politique, il fallait que la jeunesse donne le ton. Et nous avons suivi. Donc, on n'est pas manipulé. Très bien. Le carton rouge, là,
Mais je n'ai pas aimé le comportement du ministre Touré Mamadou. Ah bon? Oui, c'est un carton rouge parce que pour moi, les propos d'un gouvernant doivent toujours être des propos courtois de rassemblement. Mais aussi ceux de l'opposition. C'est pour ça qu'il gouverne. Et quand il gouverne, il doit être capable d'être au-dessus de la mêlée. Et pour ce week-end, je n'ai pas aimé le propos. Carton rouge. Très bien. Adiko? Bien, merci. Je prends ce carton vert pour justement l'initiative de paix et de cohésion qu'a prise notre frère Touré Souleymane, à laquelle nous avons tous adhéré. Je voudrais dire pour l'UDPCI, la réconciliation nationale est une exigence de la stabilité et de la paix sociale. Et nous, en tant que parti de paix et de bon ton, toute initiative allant dans le sens de la réconciliation vraie, de permettre aux fils et filles de la Côte d'Ivoire de se retrouver, je pense qu'on ne peut avoir que notre adhésion. Et justement, nous avons dit que c'est vrai que nos aînés pourraient prendre des initiatives dans le cadre d'un dialogue national, mais nos actions aussi pourraient les booster à rapidement, s'engager sur cette voie. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu l'information de ce que le dialogue commençait effectivement le 16. Et se poursuit en début de semaine prochaine. Et se poursuit en début de semaine prochaine. Ça veut dire que l'initiative que nous avons prise en amont a pu quand même être entendue. On se retrouvera. D'accord. En tout cas, le 24, 25, 26, avec l'ensemble des jeunes de l'UDPCI, pour que nous puissions porter notre voix, la voix de la réconciliation. Justement, je vais revenir encore, je ne voulais plus en parler, mais la question, je pense, carton rouge, pour les messages de haine qu'on ne doit pas avoir pendant toute cette période. Vous savez, c'est le sacrifice important. Bien sûr. Que chacun fait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'antécédents, tant au niveau des gouvernants que de l'opposition, mais quand ils décident de se mettre ensemble sur la même table, de discuter des questions essentielles pour la vie de la nation, pour la stabilité, la cohésion sociale, il faut que nos messages soient contrôlés. Dans le sens de la paix. Aille dans le sens de la paix. Ce n'est pas pendant cette période-là qu'on organise une cérémonie d'hommage et qu'on profite de ces cérémonies pour lancer des invectives vis-à-vis des l'opposition. On vous a bien compris. Avec le carton, c'est pour le ministre Touré Madou, pour que en plus. C'est un problème avec le ministre Touré. Carton vert pour l'initiative des Journées de la paix, les 24, les 25 et 26. Déjà, je vais répondre à une de vos préoccupations. Vous avez posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas un rassemblement de jeunes sur la base d'hypocrisie. Je voudrais vous dire que, en la réalité, pour que la paix soit consolidée, pour qu'il y ait la réconciliation, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne, mais d'un seul camp. C'est tout le monde qui se met d'accord sur le principe et avance. Donc nous, au niveau de PACI, vous avez constaté la démarche du président Laurent Gbagbo. De retour de la haie, il a rencontré le président Alassane Ouattara. Et après cette rencontre, il nous a donné des instructions fermes. Quand bien même que nous avons des choses à demander, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, même le retour de notre frère, camarade Charles Bleu Goudé, il nous demande de participer à tout ce qui est activité de cohésion, de paix, de réconciliation. Pour dire simplement que nous sommes de bonne foi, nous. Et donc nous attendons que le gouvernement, représenté ici par le conseiller Souleymane, aussi nous emboîte le pas pour que les choses se fassent comme il le faut. Très bien. Voilà. Valentin Kouassi, on termine avec vous. Bien, merci. Carton jaune pour l'initiative. Carton vert. Je suis d'Atoni alors. Enfin, c'est vous qui le dites, hein. Carton vert pour l'initiative des Journées de la paix initiée par notre aîné Touré Souleymane. Nous y avons adhéré librement parce que c'est une bonne initiative dans le sens de la vision du président du PDCRDA et de la direction du PDCRDA. Carton donc vert. Carton vert encore pour le PDCRDA, bien sûr, parce que c'est notre couleur. Enfin, d'accord. Voilà. Très bien. Enfin, carton rouge pour le timing de l'activité qui a été organisée le week-end dernier. D'accord. La période n'est pas une période de célébration personnelle. Très bien. On parle de la nation ivoirienne. On vous a bien compris. Un carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes. Je pensais que vous avez fini. Allez-y, terminez. Carton jaune pour la non-présence de notre collègue d'Assansan.
Très bien. Président de la jeunesse du RHDP. C'est entendu. Mais je suis jeune du RHDP, ça arrive au même. Bon, d'accord, très bien. Alors, carton vert à tous nos téléspectateurs. J'aurais pu utiliser ma cravate ce soir. Carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes de nous suivre tout le temps. Merci de votre fidélité. Nous voici au terme de cette émission. Oui, M. Touré-Soleiman, vous voulez faire peut-être une précision? Vous avez 30 secondes, rapidement. Juste lancer un appel. Demander à tous les jeunes de se joindre à vous, de venir massivement, toutes les organisations de jeunesse qui veulent participer à ces journées des 24, 25, 26, que ces organisations donc retiennent ce numéro de téléphone auquel donc on pourra s'inscrire. C'est le 05 44 44 44 77. 05 44 44 44 60. Toutes les organisations qui veulent participer. Mais pour terminer, moi, j'ai vu plein de cartons rouges. Je souhaiterais véritablement que nos frères qui ont donc adressé un carton rouge au ministre Touré Mamadou, qui est le ministre de la Jeunesse, mais qu'ils comprennent que nous, on aurait pu présenter des cartons rouges pour des actions que nous considérons comme qui ne s'accommodent pas avec la réalité. On risque de refaire l'émission. Non, on ne va pas refaire. Non, j'arrive. S'il vous plaît, monsieur. Non, alors, je ne commande pas. Mais je veux dire que la réaction... la réaction du ministre Touré Mamadou, loin de nous toute velléité de vouloir justifier quoi que ce soit, mais malheureusement, il a été clair en disant qu'il réagit. En fait, sa réaction était une réponse à des actions qui avaient été posées avant. On vous a bien compris, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est terminé. Merci d'être venu sur ce plateau. Je termine dans le débat. Merci, excellente soirée chez vous. Merci. Il ne doit pas le faire. Non. Il ne doit pas le faire. Non, c'est le ministre de la Jeunesse. C'est le ministre de la Jeunesse. Vos cartons rouges sont violents, il faut arrêter.